Une multitude de crises globales, guerre, terrorisme, maladies ou changement climatique, l'état des lieux inquiète. Les dirigeants mondiaux sont réunis à New York pour un sommet sur le climat et l'Assemblée générale des Nations unies. Ces questions sont à l'agenda, pour eux comme pour moi, et je remercie le secrétaire de l'ONU Ban Ki-moon de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur tous ces problèmes. Le monde semble assez effrayant en ce moment. Au cœur du mandat de l'ONU, il y a le maintien de la paix et de la sécurité. Avez-vous le sentiment que les choses s'emballent, comme hors de contrôle? L'Organisation des Nations Unies est à la tête de la lutte contre tous ces défis, y compris l'organisation État islamique, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres problèmes au Sud-Soudan, en République centrafricaine, en Libye, en Somalie. Il semble que nous vivons dans un monde de crises multiples, mais quand le monde est uni, nous pouvons gérer ces crises. Il est bon et encourageant de voir de nombreux dirigeants du monde entier venir à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est le bon moment. Ils doivent démontrer leur leadership. L'unité dans un même but est vraiment importante. Nous avons demandé à nos téléspectateurs, mais aussi aux internautes, de participer à cet entretien et nous avons reçu des centaines de questions, parmi lesquelles celle de Dominique Gora, qui vous demande si vous pouvez identifier la plus grande menace à l'heure actuelle. Cette Assemblée générale se consacre à 3 situations de crise prioritaires. Tout d'abord, le terrorisme de l'État islamique qui menace l'humanité tout entière. Nous devons l'aborder avec une unité et une solidarité très forte. Deuxièmement, le changement climatique. C'est une question déterminante pour le monde dans lequel nous vivons. Nous devons contenir la hausse de la température mondiale en dessous de 2 degrés. Si nous n'agissons pas maintenant, nous devrons payer un tribut encore plus lourd. Enfin, dernière situation, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Voilà les 3 crises les plus critiques, les plus importantes et les plus sérieuses, qui requièrent une action urgente, une mobilisation de ressources massives et une volonté politique, et c'est ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Le président américain Barack Obama a dit qu'il pouvait utiliser l'Assemblée générale de l'ONU pour rallier plus de monde dans la lutte contre l'État islamique. Il dit qu'il veut, je cite, « dégrader et détruire ce groupe ». Pensez-vous qu'il soit possible de détruire une organisation comme l'État islamique? Nous avons besoin de soutien concerté et sans réserve, et de solidarité pour faire face et lutter contre ce terrorisme. Nous devons donc mobiliser toutes les ressources. J'apprécie le président Barack Obama, les leaders de l'Europe occidentale comme la France et le Royaume-Uni ou l'Australie. Tous sont vraiment prêts à engager des moyens et il y a encore beaucoup d'autres pays. Et si ce n'est pas le cas, je crains que cette menace terroriste ne se répande partout dans le monde. Seriez-vous prêt à négocier, vous, le diplomate des diplomates, avec l'État islamique? Là, nous avons vu la barbarie, le tragique, l'inacceptable, les agissements inqualifiables avec la décapitation ou la brutalité. Et c'est ce que nous devons d'abord vraiment examiner. Nous devons afficher la forte détermination de la communauté internationale. Nous ne tolérerons jamais ce groupe terroriste. La stratégie est si compliquée quand vous êtes confronté à un groupe comme l'État islamique. Est-ce que vous vous sentez à l'aise alors qu'une coalition de pays engage une mission de combat militaire en Irak sans l'aval des Nations unies? En principe, les moyens militaires ne sont pas tout. Si on regarde ces 4 années de crise syrienne, la tragédie, cette tragédie syrienne a fourni un terrain fertile au terrorisme qui a pris racine.
Et c'est une situation très dangereuse. Et ce que l'on attend des dirigeants mondiaux, quel que soit leur pays, c'est qu'ils atteignent le peuple, qu'ils essayent de se concentrer et d'écouter la voix des gens. Quels sont leurs défis, leurs peines, leurs aspirations ? Mais est-ce que vous soutenez la campagne de bombardement en Irak qui est menée par les États-Unis et la France ? J'ai soutenu les opérations militaires en Irak, menées à la demande du gouvernement irakien. Ça, je l'ai soutenu. Bien sûr, vous savez, nous avons besoin de la solidarité de tous les pays qui ont les moyens et la volonté de remédier à cette situation, car il s'agit d'une menace commune à l'humanité. Et qu'en est-il de la Syrie? Que faire avec la Syrie? Parce que la stratégie ici est loin d'être claire. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, dit « La Syrie et l'Iran sont nos alliés naturels dans ce combat ». Il marque un point. Vous êtes d'accord avec lui? Il est encourageant de voir un consensus émerger au sein de la communauté internationale sur le fait qu'il faut explorer toutes les voies pour remédier au terrorisme. Mais la Syrie et l'Iran devraient-ils être plus impliqués? Les États membres du Conseil de sécurité sont activement engagés dans des consultations pour discuter des options, les différentes options sur cette question, y compris comment engager une action avec la Syrie. Mais une résolution serait à peu près impossible au niveau du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, sous la présidence de Barack Obama, va aborder ces questions de combattants étrangers, ces questions de terrorisme. J'espère que le Conseil de sécurité sera vraiment uni et trouvera une bonne solution à ce problème. Le président syrien Bachar el-Assad peut-il devenir un allié dans ce combat contre le groupe État islamique? La situation actuelle est une conséquence de la situation syrienne. Il ne doit pas penser que c'est une cause. Il devrait également faire tout ce qu'il peut pour lutter contre le terrorisme. Ensuite, il y a une coalition de plus en plus large au sein de la communauté internationale. Peut-il faire partie de cette coalition? Pour le savoir, il faut attendre de voir quelles options seront prises. Les modalités de la guerre semblent se désintégrer sur le plan moral. Comme vous l'avez dit, nous assistons à des décapitations, mais nous voyons également que les enfants sont de plus en plus ciblés, non seulement en Irak, mais aussi en Syrie, et lors du récent conflit entre Israéliens et Palestiniens, où vous avez parlé de scandale moral. Le changement des règles de la guerre, est-ce le visage de la guerre moderne aujourd'hui? C'est un scandale moral. Nous avons une déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas comme si nous n'étions pas dotés de recommandations et de principes. Ce sont les gens qui ne les respectent pas. À moins que la communauté internationale ne soit pleinement unie, qu'il y ait un dialogue entre les chefs religieux, les dirigeants politiques et la société civile, et qu'il y ait un appel très clair venant de tous les peuples du monde pour les exhorter à écouter ces appels. Coming from whole the people of the world, so that they should listen to these calls. Mais l'idéologie est si puissante. Si nous revenons très brièvement à la Syrie et à l'État islamique, l'idéologie est si puissante que nous voyons des jeunes, en nombre, rallier ce groupe. Ils n'entendent pas ce message. Comment contrez-vous cela? Je suis préoccupé par ce genre d'idéologie, ou par le fait qu'une certaine croyance dicte la croyance des autres, ce qui est absolument inacceptable. Il se peut que nous ne soyons pas capables d'éradiquer cela du jour au lendemain. C'est pourquoi nous exigeons que les dirigeants mondiaux exercent leur leadership en prenant davantage en compte les aspirations des peuples et en prévenant tout conflit potentiel, en écoutant les douleurs exprimées par les gens. C'est très important. Et mon message a toujours été très cohérent et très fort. Écoutez attentivement la voix du peuple. C'est à partir de là
qu'on voit tant de conflits intérieurs se développer. J'ai brièvement mentionné le conflit israélo-palestinien. Les deux parties semblent plus polarisées que jamais. Un accord de paix est-il possible avant la fin de votre mandat en décembre 2016 ? Il est encourageant de constater que ce cessez-le-feu est largement soutenu, mais il reste très fragile. C'est pourquoi nous travaillons très dur en parlant aux dirigeants de toutes les parties. Ils ont identifié les problèmes sous-jacents, les racines fondamentales de ces problèmes. Si on ne traite pas les causes profondes, le cessez-le-feu ne peut être que temporaire et favoriser un autre épisode de violence. Cela arrive tous les 2-3 ans. C'est vraiment très triste et c'est pourquoi j'ai exhorté les dirigeants des deux parties à s'asseoir ensemble. Et ils ont déjà identifié tous les problèmes. Ce qui importe, c'est jusqu'où vous pouvez être flexible et faire des compromis par rapport à votre vision d'un avenir meilleur. Êtes-vous optimiste à ce sujet ? Eh bien, je travaille toujours avec optimisme. En tant que secrétaire général, je dois constamment adresser un message d'espoir et d'optimisme. Bien sûr, nous sommes déterminés à reconstruire Gaza. La reconstruction n'est pas le vrai problème, cependant. Si la reconstruction a lieu sans qu'une solution politique n'émerge et ne serve de fondation, alors c'est inutile, comme nous avons pu le voir. En 2009, il y a eu une série d'incidents et nous avons reconstruit et ça a été redétruit en 2012 et redétruit et redétruit. C'est pourquoi je dis que nous ne pouvons pas continuer comme ça, construire, détruire, construire, détruire. Ce devrait être la dernière fois que nous construisons. Nous sommes prêts à construire, mais il doit y avoir une solution politique. Et cette solution doit venir du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça doit être extrêmement frustrant pour vous de voir que 5 nations peuvent brandir leur veto et l'utiliser dans leur propre intérêt. Nous avons reçu une question de Karima qui dit « Est-ce que les Nations Unies peuvent faire quelque chose face à ces nations de l'ONU qui agitent leur veto ?» Bien sûr, les Nations Unies se sont fortement engagées dans ce domaine. Le secrétaire d'État américain Kerry et moi-même, nous avons vraiment essayé d'enrayer cette violence en proposant un cessez-le-feu avec certains pays clés comme l'Égypte, et il y a beaucoup de pays qui ont aidé. Tout cela devrait être géré par le dialogue politique. Mais ça doit être très frustrant. Bien sûr que c'est très frustrant, mais c'est aussi encourageant de savoir que les membres du Conseil de sécurité discutent activement de la possibilité d'adapter une résolution au Conseil de sécurité afin tout d'abord d'aider à reconstruire Gaza, mais aussi d'apporter des mécanismes de surveillance et de vérification efficace du cessez-le-feu. Penchons-nous rapidement sur la situation en Ukraine avant d'évoquer le changement climatique. L'Ukraine a un accord de paix provisoire, et je souligne le terme provisoire. Êtes-vous satisfait de la situation là-bas ? Je suis rassuré de voir que ce cessez-le-feu, basé sur le protocole de Minsk, est largement tenu, même si nous avons vu des violences occasionnelles se produire et puis il y a eu de l'aide humanitaire fournie. L'Organisation des Nations Unies, dès le début, a voulu aider les dirigeants ukrainiens et russes à s'asseoir ensemble pour discuter. Je suis rassuré de voir qu'ils parlent, se rencontrent et échangent par téléphone. Je les ai encouragés en permanence à le faire. La perte de la Crimée, est-ce le prix de la paix ?
Pensez-vous que l'Ukraine va récupérer la Crimée? J'ai déjà exprimé assez clairement notre position. L'intégrité territoriale et la souveraineté de nos pays devraient être pleinement respectées, comme le stipule la Charte des Nations Unies. J'exhorte de nouveau les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie à se réunir et à discuter avec sincérité de paix et de sécurité, et pas seulement en Ukraine, mais dans toute la région, ce qui a une plus grande dimension au niveau mondial. Cela peut affecter la sécurité politique, mais aussi l'économie mondiale. Un autre problème qui peut affecter l'économie mondiale et qui vous tient à cœur, c'est celui du changement climatique. Vous dites que c'est ce qui détermine notre monde d'aujourd'hui. Nous entendons sans cesse qu'il faut agir maintenant. Alors, voici une question d'Enea Egoli qui vous demande: pouvons-nous encore inverser le changement climatique? Nous pouvons, si nous agissons maintenant. Cette réunion au sommet est presque la dernière occasion de s'engager pour les dirigeants mondiaux, les patrons d'entreprise et les responsables de la société civile. Mais d'abord, pour maintenir la hausse des températures sous le seuil des 2 degrés Celsius, et aussi réduire les émissions pour qu'elles correspondent à ce niveau de hausse des températures en dessous de 2 degrés, mais aussi pour mobiliser les marchés et la finance afin de soutenir l'adaptation et la réduction des émissions de nombreux pays en développement qui n'en ont pas la capacité. Tout le monde doit être sur le pont. Oui, tout le monde devrait être sur le pont. Mettre sur pied ce sommet est une grande réussite. Mais vous devez être déçus que les dirigeants indiens, chinois et russes restent à l'écart. J'ai discuté de cette question en profondeur avec les dirigeants chinois et indiens. En raison d'une incompatibilité d'agenda, ils ne sont pas en mesure d'être ici en personne. Mais la Chine est représentée par un haut responsable qui est le numéro 3 dans sa hiérarchie politique. Mais cela n'envoie-t-il pas un mauvais message? Le Premier ministre indien vient. Même s'il ne sera pas présent au sommet en soi, il assistera à l'Assemblée générale. Je m'attends à ce qu'il engage le gouvernement indien dans des objectifs plus qu'ambitieux. Parfois, vous devez avoir envie de pleurer, parce que ça a été un tel combat pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Bien sûr, il y a encore tant d'obstacles à franchir. Mais nous avons un temps très limité. Je suis rassuré de voir qu'un maximum de dirigeants du monde entier, plus de 125, des premiers ministres, des chefs d'État, des rois, tous participent au sommet, avec aussi plusieurs dizaines de ministres des Finances et de l'Environnement. C'est le plus grand rassemblement qu'on ait vu. Et puis, il y a eu la marche pour le climat à New York. Et c'est sans précédent, vous avez rallié cette marche. C'est sans précédent pour un secrétaire général des Nations Unies de rallier une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes pour faire entendre une voix forte. Si je devais résumer votre message, quand vous avez le mégaphone en main et que vous êtes dans les rues de New York, quel est votre message? Agir maintenant. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous devrons payer un plus lourd tribut. C'est notre monde et notre planète qui brûlent aujourd'hui. Au nom de la prospérité, nous devons laisser à nos enfants une planète durable, écologiquement, socialement et économiquement. C'est notre monde et le monde des générations futures. Nous aurons une responsabilité morale et politique. Secretary General, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much. Thank you.